Donc visiblement, c'est une situation compliquée qui embarrasse un petit peu tout le monde. Jean Messia, je vais commencer avec vous, puisque vous représentez sur ce plateau et ailleurs d'ailleurs la campagne d'Éric Zemmour. On peut imaginer un instant cette élection 2022 qui se déroule sans le bulletin Éric Zemmour? On ne peut pas l'imaginer, évidemment, et on ne peut pas l'imaginer non plus sans un bulletin Jean-Luc Mélenchon ou un bulletin Marine Le Pen. Qu'est-ce que serait une démocratie qui se prétend une démocratie moderne, occidentale, comme la démocratie française, si vous avez plus de 40% du corps électoral qui n'est pas représenté par des candidats, si on ajoute les 3 candidats que je viens de citer. Et à ce titre, je voudrais saluer l'initiative républicaine du Premier ministre, qui n'est pas de ma couleur politique, comme vous le savez, mais qui considère à très juste titre que la démocratie est une richesse et qu'il faut la protéger. Voilà. Je ne comprends pas, si vous voulez, et je pense qu'aucun Français ne comprend comment des candidats qui représentent une tâche invisible sur le spectre politique français, comme les candidats trotskistes par exemple, peuvent avoir des signatures, leurs 500 signatures, quand des candidats qui représentent 10, 12, 15, 16, 17% n'ont pas leur signature. Mais Jean Messia, c'est pas ça le problème. Je pense que... Pardonnez-moi Jean Messia, le problème c'est pas ça. Le problème, c'est les quelques 3200 personnes qui sont encore libres, puisque leur voix est encore libre, et qui n'osent pas donner leur bulletin pour Éric Zemmour. Qu'est-ce qui coince? Mais ce qui coince, c'est que le vote, de manière totalement antidémocratique, le parrainage est rendu public. Or, dans aucune démocratie moderne... Et donc c'est une honte de parrainer Éric Zemmour? Populaire naguère... c'est pas que c'est une honte, c'est qu'il y a effectivement, quand vous êtes dans un système démocratique, il y a des oppositions. Quand on n'est pas d'accord, il y a des moyens de sanctionner. Quand un maire donne un parrainage, même s'il n'est pas, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il adoube Éric Zemmour, mais il aura sur le dos le département, la communauté de communes, qui va effectivement le sanctionner dans le cadre des subventions qu'il se voit attribuer chaque année, etc., etc. Donc vous savez, la démocratie, c'est la friction des opinions, c'est les oppositions et des oppositions qui peuvent effectivement se manifester. Pourquoi vous croyez que le vote est secret? Dans ce cas-là, qu'à cela ne tienne, il faut enlevons les isoloirs. Faisons en sorte que les gens rendent public leur vote ou affichent leur bulletin de vote. Vous êtes pour le retour du vote secret des signatures? Secrète. C'est évident. Parce qu'à la limite, qu'on ait 500 parrainages, pourquoi pas? Ils étaient 100 au début de la Ve République. On est passé à 500, dont acte. Mais la mesure la plus inique, c'est de les rendre publics. Parce que, en fait, vous dévisagez, vous dévoilez ce qui doit relever du secret du scrutin, qui est le vote, qui est un parrainage, c'est comme un vote. Et que vous le vouliez ou non, quand vous parrainez, il y a certains qui croient que vous soutenez. Et donc, il faut revenir au secret du parrainage. Mais ces candidats-là font tous plus de 10% quand même. Jean Messia, je vous laisse répondre rapidement, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre... Il ne faut pas confondre les administrés avec les élus. Dans leurs administrés, il y a 16% de personnes qui votent Zemmour, 16% de personnes qui votent Le Pen. Enfin, on retrouve ces pourcentages indirectement chez les administrés. Donc, je ne vois pas pourquoi ils auraient honte. Et ensuite, effectivement, le fait que ces courants soient représentés, ça permet aussi d'absorber la violence dans une société qui est déjà ensauvagée. Si vous empêchez les gens de s'exprimer dans l'urne à travers leur bulletin de vote, c'est la meilleure manière d'embraser encore plus le pays, d'attiser encore plus la haine et d'ensauvager encore plus le pays. Si ces candidats ne se présentent pas, la démocratie risque gros et je crains que ce qu'on ne peut pas exprimer dans les urnes, les gens l'exprimeront dans la rue et pas de manière pacifique. Oui, je pense que Vladimir Poutine est un homme froid, déterminé, rationnel. Il sait que la Russie a une zone d'influence dans ce qu'on appelait le glacis soviétique, c'est-à-dire tous ces États limitrophes de l'ex-Union soviétique, maintenant de la Russie. Je ne crois pas que Vladimir Poutine ira jusqu'à une attaque au cœur de l'Ukraine, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. On a dans les années 90, la France et les Occidentaux et les Américains avaient effectivement avalisé et même facilité la sécession du Kosovo albanophone pourtant depuis des siècles, sans qu'à l'époque la Russie n'ait opposé des sanctions à
qui que ce soit. Je ne vois pas pourquoi on monterait sur nos grands chevaux uniquement parce que le Donbass et la Crimée, qui sont également des régions russophones depuis des siècles, font sécession. Non, mais je crois qu'effectivement, il a le droit de riposter, parce qu'il ne faut pas oublier que la genèse de toute cette histoire, c'est quand même l'extension de l'OTAN à l'Ukraine et l'insistance des Européens à faire en sorte que l'Ukraine devienne un nouvel État membre de l'OTAN. Imaginez-vous que la réaction américaine si la Russie proposait de mettre des bases ou d'inclure le Mexique ou le Canada ou Cuba dans une alliance de défense qui serait présidée par elle. Les États-Unis se défendraient et personne ne trouverait à y redire. Donc vous savez, il faut remettre les choses dans leur contexte, et je crois que Vladimir Poutine a en tout cas raison de s'inquiéter de l'extension d'une alliance qui, qu'on le veuille ou non, est perçue comme une alliance hostile à la Russie, tout simplement. Donc voilà, c'est ça la genèse. Quant au rôle de faiseur de paix d'Emmanuel Macron, excusez-moi, il s'est agité et excité pour empêcher la sécession de deux républiques russophones de Crimée. Je le vois moins s'enquérir de la sécession islamique et arabo-africaine en France, desquelles il ferait mieux de s'occuper avant d'aller s'occuper des sécessionnistes. Retour sur vos éléments de langage, mon cher Jean Messia. Mais cette bonne guerre. Il n'y a pas de menace de l'OTAN, quoi que ce soit, mais il vient pour placer des pions et pour rendre la situation avec l'Iran et la Syrie plus dure à gérer. Et pour pouvoir négocier peut-être des choses sur l'expansion de la Russie en Ukraine. Vous n'êtes pas d'accord, Jean Messia ? Si vous voulez, je suis prêt à entendre ce que j'entends, mais sauf que je n'ai jamais entendu M. Larare s'exprimer quant aux velléités impérialistes et expansionnistes des États-Unis à travers le monde. Je me souviens que les États-Unis avaient inventé de toutes pièces un prétexte pour envahir l'Irak et l'écraser, parce que les États-Unis considéraient qu'effectivement l'Irak était trop proche de sa sphère d'influence que sont Israël et l'Arabie Saoudite, et que l'Irak était perçu comme hostile depuis 1990. Personne n'a trouvé à y redire. À l'époque, il n'y avait que la France qui avait eu le courage d'émettre son veto aux Nations Unies et de s'opposer à cette guerre. Mais l'ensemble de ceux qui aujourd'hui pointent Poutine du doigt n'ont rien trouvé à redire quand les États-Unis ont poussé leurs pions à travers le monde, quand les États-Unis font des opérations d'agite-propre, quand les États-Unis renversent des pouvoirs partout. Oui, mais ce que dit Michael Larare, menacés directement ou indirectement. Jean Messia, voilà. Ce que dit Michael Larare, c'est qu'il y a peut-être, c'est pas que de la réaction, c'est un plan qui est préparé depuis des mois, voire des années, et que Poutine sait ce qu'il fait. Et les États-Unis n'envahissent pas des pays pour les habiter. Alors que là, c'est un envahissement, c'est une incorporation dans la Russie. Ah non, absolument. Non. Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas de population américaine installée en Irak ou ailleurs qu'il faudrait annexer, mais ça n'empêche pas que les... Et à ce moment-là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est éventuellement un vote pour décider de cette indépendance dans ces contrées. Mais c'est évidemment pas du tout ce qui intéresse Larare, mais les États-Unis sont restés 20 ans. Les États-Unis sont restés 20 ans en Afghanistan et sont restés presque 15 ans en Irak. Ils y sont toujours indirectement, donc excusez du peu. Je vais redire cette phrase parce qu'elle est d'importance ce soir. Les États-Unis défendront tous les territoires de l'OTAN et de ses alliés, vient de dire Joe Biden, qu'on a entendu ensemble, mais il précise, nous n'avons aucunement l'intention de combattre les Russes. Est-ce que ce n'est pas presque un aveu de faiblesse ? C'est-à-dire que pour l'instant, d'abord, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc en fait, il dit qu'il n'interviendra pas pour sauver l'Ukraine, mais ça, comme disent vos interlocuteurs à Tel Aviv, personne de toute façon ne s'y attendait. J'ajoute quand même qu'en 2008, quand Nicolas Sarkozy obtient de Poutine l'arrêt de l'offensive, à l'époque, la France ne faisait pas encore partie de l'OTAN, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui va faire réintégrer le commandement intégré de l'OTAN à la France quelques mois plus tard. Donc c'est vrai la France a plus de poids lorsqu'elle parle souverainement que lorsqu'elle joue au petit télégraphiste de Washington. Il faut encore une fois comprendre dans cette histoire que, la Russie est probablement le pays le moins mondialisé au sens de la mondialisation américano-néolibérale, puisque contrairement par exemple à des puissances comme la Chine, elle est assez peu intégrée dans les circuits commerciaux et marchands internationaux. Donc là, c'est un peu un os
pour l'extension, si vous voulez, du modèle américain à travers le monde. Et c'est un gros morceau puisque la Russie est un grand pays. Finalement, celui qui tient tête aujourd'hui aux velléités américaines à la fois financières, économiques, commerciales et géopolitiques, c'est un peu Poutine. Donc il est très embarrassant. La deuxième chose, c'est qu'on ne comprend pas à quoi sert encore l'OTAN alors qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie depuis que l'effondrement de l'Union soviétique. L'OTAN est une alliance militaire qui était censée être défensive face à une autre puissance ou une autre alliance qui menaçait à l'époque effectivement directement les pays occidentaux. D'ailleurs, cette alliance, quelle part de Varsovie s'est-on effondrée, je ne vois pas pourquoi l'OTAN continue non seulement à exister, mais en plus à s'étendre. Et à s'étendre dans des territoires qui appartenaient naguère à l'ancienne alliance qui s'est effondrée. Oui, mais donc, justement, tout cela est un non-sens. Et je crois que c'est et les États-Unis et l'OTAN qui sont en train de déstabiliser cette région du monde.